Merci beaucoup. Le sujet de ma communication porte précisément sur les communications administratives et juridictionnelles résultant des rapports de gestion des chambres régionales des comptes. Les examens administratifs des comptes et de la gestion auxquels procèdent les chambres régionales et territoriales des comptes se traduisent par l'exercice d'un pouvoir doux, soft power. Les missions d'observation, on en a parlé, pour constater, et de recommandations en régularité et en performance pour suggérer des remédiations et améliorations. Celles-ci sont communiquées aux instances délibératives par principe pour décider des suites à donner. Nul pouvoir dur, hard power, de réformation, d'injonction ou de sanction, quoi qu'il ait été dit, ne leur est attribué, alors que les chambres mettent parfois à jour des irrégularités graves, récurrentes et coûteuses. C'est que, et ça a été également rappelé par le président Bizel, les chambres des comptes ont été créées non pour sanctionner, mais pour accompagner les collectivités locales. Alors, la loi Notré a créé une obligation pour certaines de ces collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de rendre compte dans le délai d'1 an du suivi qu'ils ont assuré aux observations des chambres, mais l'obligation de dire ce qu'on a fait n'est pas obligation de faire ce que la chambre a dit. Et la loi n'a pas au surplus exigé que des justifications soient fournies pour que la chambre dresse la fameuse synthèse annuelle du suivi des recommandations. Donc cette innovation de la loi Notré, elle expose un peu plus les collectivités au regard des chambres, mais ne les oblige pas. Il s'agit donc de trouver d'autres biais, compte tenu de l'absence de pouvoir de contrainte, de coercition sur les organismes contrôlés, d'autres biais pour assurer des effets tangibles et utiles au contrôle de gestion, pour faire rayonner les travaux au-delà des organismes contrôlés. Outre les retombées médiatiques, les communications de tous ordres que les chambres peuvent adresser à d'autres autorités que les organismes contrôlés sont un levier à ne pas négliger. Alors entendons-nous bien sur ce que sont ces communications. Il s'agit des correspondances qui sont entretenues avec les administrations et les juridictions, le plus souvent, mais pas toujours, on y reviendra, une fois que le rapport définitif a été délibéré. Ces communications témoignent de ce que les chambres ne dialoguent pas seulement avec les organismes contrôlés, mais aussi avec leur environnement. Les communications, comme les examens de gestion, sont des compétences que les chambres exercent spontanément, c'est-à-dire indépendamment de toute saisine extérieure. Il ne s'agit pas d'actes administratifs faisant grief, et ce ne sont même pas des documents communicables au sens du Code des relations entre l'administration et le public et du Règlement général sur la protection des données. Alors, qui organise ces communications, ces correspondances ? Elles sont organisées par des textes de rang législatif, le Code de procédure pénale, et surtout par des textes de rang législatif, mais principalement réglementaire, du Code des juridictions financières. Ces communications, correspondances, peuvent émaner du président de la Chambre, du procureur financier, soit de leur propre chef, c'est-à-dire en les engageant à titre personnel, soit, et c'est le cas le plus souvent, au nom de la Chambre, c'est-à-dire après décision de la formation collégiale. Ces communications, elles peuvent être adressées aux autorités locales ou aux autorités nationales, mais alors par le truchement du premier président de la Cour des comptes ou du procureur général. Et ces communications peuvent concerner des autorités administratives ou juridictionnelles. Ces fameuses communications donnent l'occasion aux chambres et à la Cour des comptes d'étendre leur magistrature d'influence et sont un prolongement nécessaire des rapports de gestion. Elles constituent, comme l'énonce Olivier Benoît dans son article « Les chambres régionales des comptes face aux élus locaux, les effets inattendus d'une institution », des structures d'opportunité d'une prise de parole sur le politique. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que si ces communications sont importantes et sont une préoccupation croissante des chambres, on va le voir avec un certain nombre de données chiffrées que je vais vous donner tout à l'heure, elles restent une préoccupation accessoire. D'une certaine façon, quand les chambres ont rédigé leur rapport de gestion, elles ont rempli leur office d'informer les citoyens. C'est vraiment pour aller plus loin qu'elles peuvent procéder à des communications pour enrichir et prolonger les contrôles. Ce n'est pas une fin en soi. Ces communications soulignent en creux la dépendance des juridictions financières vis-à-vis des autres autorités, celles-là même auprès de qui elles communiquent,
même si une relation d'interdépendance s'observe à mesure que les chambres démontrent leur pertinence. Diversement suivies des faits, et ce sera l'objet de ma conclusion, ces communications ne permettent pas de faire l'économie d'une réflexion sur la nécessité de renforcer les pouvoirs des chambres. Alors, on va commencer par évoquer les communications administratives. Alors, bon, là, c'est un petit tableau synthétique qui évoque en colonne gauche les communications de type administratif, donc qui s'adressent à des administrations, et à droite, il y a les communications juridictionnelles, c'est l'ensemble des articles qui y sont relatifs. Alors, on va d'abord aborder les communications administratives, et à travers ce graphique, vous avez l'identification un peu du volume depuis 2010, donc sur une période de 8 années, des communications administratives qui sont faites. On va différencier les différents articles tout à l'heure. Alors, ces communications administratives, elles s'adressent à une variété d'autorités qui vont du comptable de l'établissement public local d'enseignement au Premier ministre. Le Code des juridictions financières organise une adresse directe des chambres régionales des comptes par le truchement de leur président ou du procureur financier lorsqu'il s'agit des autorités déconcentrées de l'État et des comptables supérieurs. Et une adresse, en revanche, indirecte par le biais du procureur général et du premier président de la Cour des comptes lorsqu'il s'agit des autorités nationales. Alors, à quoi servent, d'une manière générale, ces communications administratives ? C'est l'opportunité, la possibilité d'obtenir par un autre biais ce que la collectivité rechigne parfois à faire ou ce qu'elle n'est pas en capacité seule de faire. Par exemple, une mission d'inspection diligentée à la suite d'un rapport de la Chambre et sur demande de celle-ci peut s'avérer utile pour accompagner encore plus avant et plus dans le détail la collectivité. Parfois, les communications ne visent pas directement les organismes contrôlés, mais l'examen de gestion de ces organismes va servir en quelque sorte de prétexte. Une anomalie est identifiée à l'occasion d'un examen de gestion qui va témoigner plus largement d'une insuffisance de la règle de droit que la Chambre va tenter de faire remonter pour la faire évoluer. Alors, tout d'abord, les communications administratives au plan local. Alors, il y a plusieurs articles. L'article R243-18 permet au président de la Chambre et au procureur financier de communiquer à différentes autorités locales sur décision de la formation collégiale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de communications qui sont effectuées à titre personnel, mais le président ou le procureur financier ne sont que le relais d'une décision prise par la Chambre. Ces communications-là se distinguent d'une autre prévision qui figure à l'article R212-18, où le procureur financier, il est dit, peut correspondre avec toute autorité, administration dans le ressort de la Chambre régionale des comptes. Alors, ce qui différencie les communications locales des communications nationales, on y reviendra, c'est que ces communications ne sont pas publiques. Ces communications, donc je le disais tout à l'heure, peuvent s'adresser à des comptables publics, peuvent s'adresser à des autorités déconcentrées, la DIEC, le préfet, la DEAL, j'en passe. Il s'agit par le biais de ces communications de signaler des anomalies à fin de correction. Par exemple, on constate dans plusieurs rapports de gestion des pratiques divergentes sur l'imputation comptable des emplois aidés. Ça peut être aussi l'occasion de rappeler des dispositifs existants qui sont méconnus afin qu'ils soient utilisés, ou de partager des informations aux fins de mutualisation. Par exemple, une convergence d'analyse sur une problématique qui a été suivie, par exemple, par un service déconcentré. Ce peut être aussi des transmissions de pièces complémentaires obtenues dans un contrôle qui peuvent enrichir une enquête administrative qui est en cours. Certaines de ces communications ou correspondances sont également un palliatif à l'absence de poursuite de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables dans le cadre du contrôle juridictionnel. Plutôt, par exemple, que de venir reprocher au comptable d'un établissement public de santé son absence de diligence à recouvrer des recettes sur un autre établissement de santé, on peut préférer écrire à l'ARS, par exemple,
pour lui signaler la possibilité de procéder à un mandatement d'office d'une dépense ou à la mise en recouvrement d'une recette dans ce cas. En l'absence de restrictions dans le Code des juridictions financières, les matières traitées par ces communications administratives touchent à tous les axes des contrôles des chambres, comptables, financiers, juridiques, à toutes les matières comme la gouvernance, les ressources humaines, les marchés publics, à toutes les compétences des organismes contrôlés. L'intérêt de saisir au-delà finalement des recommandations qui sont dirigées contre l'organisme contrôlé d'autres autorités administratives, ce peut être de pallier au caractère vain des recommandations qui sont exprimées et d'obtenir par un biais autre, par une pression venant d'ailleurs, que ces recommandations soient mises en œuvre. Alors un partenariat assez récent qui mérite sans doute d'être approfondi a été initié à la Chambre régionale des comptes. On parlait tout à l'heure, Monsieur Dohat, du fait que les chambres régionales des comptes ne pouvaient normalement pas faire du contrôle de légalité. C'est effectivement l'apanage des services de la préfecture. Il a été mis à jour dans un certain nombre de nos rapports des recommandations portant sur l'abrogation, la suppression, la fin de règlements illégaux. Or, l'abrogation des règlements illégaux peut être demandée à tout moment. Et les chambres désormais de La Réunion et de Mayotte, et cette initiative va maintenant essaimer sur l'ensemble des chambres de métropole, va maintenant plus systématiquement communiquer au préfet ces fameux règlements illégaux qui s'avèrent souvent coûteux. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure qui, effectivement, 1,5 million sont vraiment posent question. Eh bien, les chambres vont désormais communiquer de manière plus approfondie avec les services du contrôle de légalité pour faire en sorte d'appuyer les recommandations à fin d'abrogation. Si les collectivités, à l'issue du fameux rendez-vous de dans un an de la loi Notré, ne les ont pas mis en œuvre, eh bien, le préfet pourrait être un relais pour faire des observations et peut-être des déférés si nécessaire. Alors évidemment, j'évoquais tout à l'heure le fait que le président de la Chambre, comme le procureur financier, peut adresser en son nom personnel un certain nombre de correspondances. Évidemment, dans toutes les chambres régionales des comptes, on procède beaucoup à ce type de correspondance, mais les correspondances qui sont faites au nom de la Chambre après délibéré de la formation collégiale ont évidemment plus de poids, et c'est pour nous un biais à privilégier. On y reviendra aussi pour les communications judiciaires. Alors, au plan national maintenant, voilà, à l'occasion de leur contrôle, les chambres se trouvent souvent en situation de formuler des observations susceptibles d'intéresser les services ou organismes nationaux le relevant de la compétence de la Cour. Cette situation résulte notamment de l'imbrication des acteurs chargés de la plupart des politiques publiques qui sont déclinées au niveau local. Alors, le premier président de la Cour des comptes et le procureur général servent de filtre aux propositions qui émanent des chambres régionales des comptes, qui doivent les convaincre de faire remonter certains sujets au plus haut niveau. Certains de ces sujets vont demeurer d'intérêt local, mais nécessiter une réponse nationale, et d'autres de ces sujets, décelés localement, peuvent avoir un intérêt national. Alors, les deux types de communication administrative qui sont faits au niveau national sont d'une part les référés du premier président et d'autre part les communications du procureur général. Voilà. Donc les communications qui sont effectuées par le premier président de la Cour sont appelées des référés. Il y a un certain nombre de chambres régionales des comptes qui ont usé avec succès de la possibilité de faire remonter des projets de référés au premier président, même si leurs propositions sont beaucoup plus faibles que celles émanant des chambres de la Cour des comptes. Le contenu de ces référés et les réponses qui sont apportées sont publics et mises en ligne sur le site internet de la Cour dans le respect des secrets protégés par la loi. Alors, pour vous donner quelques exemples de référés émanant des chambres régionales des comptes,
Je vous citerai celui qui a concerné la gestion de l'aéroport de Beauvais. Elle provenait, cette communication, cette proposition de référé de la Chambre Hauts-de-France, et elle a été effectivement reprise par le premier président. Une autre émanant de la Chambre d'Île-de-France a porté sur le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la ville de Paris. Une autre, en provenance de la Chambre régionale des comptes de Mayotte, a porté sur le versement du supplément familial de traitement à Mayotte précisément. Donc c'est pour vous montrer à travers quelques exemples la variété des sujets qui sont évoqués et qui sont ensuite repris à son compte par le premier président, qui va écrire aux autorités ministérielles, faire des propositions. C'est d'ailleurs étonnant de voir que formellement, un certain nombre de ces référés se présentent un petit peu comme les examens de gestion, c'est-à-dire comportent également des recommandations. Alors le traitement de ces référés, comme je vous disais, il y a une identité, c'est dans le prolongement des examens de gestion, va donner lieu finalement à un traitement sous le même, un peu dans le même genre de procédure, respectueuse des droits de la défense. Il y a un délai de 2 mois qui est prévu par le Code des juridictions financières, et une fois le délai de 2 mois expiré, le référé est transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, les réponses qui sont apportées à ces référés sont généralement constructives. Parfois, il s'agit de réponses d'attente. Les réponses, parfois, peuvent être un petit peu en demi-teinte, mais les sujets sont complexes, les responsabilités croisées, et au final, il est presque aussi important de mettre le sujet sur la table que d'obtenir une réponse absolument satisfaisante. Les communications du procureur général maintenant. Donc elles sont adressées aux services qui sont placés sous la responsabilité des ministres, souvent à la direction générale des collectivités locales, qui dépend du ministre de l'Intérieur, mais elles peuvent également être adressées au directeur général de l'offre des soins, placé sous l'autorité du ministre de la Santé lorsqu'on fait des contrôles de gestion des établissements publics hospitaliers. Les communications du procureur général touchent à des questions de régularité qui appellent une clarification au niveau national, ou présente un caractère systémique sur des politiques publiques ou des enjeux de gestion significatifs. Il va notamment mettre à jour ligne d'adaptation ou l'ambiguïté d'une réglementation. Là aussi, les sujets abordés, il n'y a aucune restriction dans le Code, sont extrêmement variés. Elles peuvent avoir porté émanant de la Chambre régionale, par exemple, de Val-de-Loire, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, en provenance de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur le domaine skiable de Megève pour dénoncer l'accès gratuit des fonctionnaires des forces de l'ordre au dit domaine, etc. Là aussi, comme en matière de référé, les destinataires bénéficient d'une procédure contradictoire et ont 2 mois pour faire connaître les suites réservées à cette communication. D'une manière générale, les préconisations et demandes de mise en conformité ont été suivis dans la moitié des cas et partiellement suivis dans environ un quart des cas. C'est dire l'intérêt qu'il y a à procéder à ce type de communication. Alors, après ces communications administratives qui se déclinent au plan local et national, on va en venir maintenant aux communications juridictionnelles. J'ai un graphique qui a sauté, je m'en excuse, qui donnait un petit peu la tendance à la hausse sur les communications juridictionnelles. Grosso modo, on est passé de 30-40 communications judiciaires à environ 80-90 maintenant. Donc les communications juridictionnelles, si les chambres régionales aiment à rappeler qu'elles ne sont pas des auxiliaires de justice, elles contribuent cependant à l'information de différentes juridictions et autorités et services administratifs chargés d'un pouvoir d'enquête ou de sanction. Comme le souligne Olivier Benoît dans l'article que j'évoquais tout à l'heure, les chambres des comptes revendiquent une communauté d'appartenance institutionnelle avec les autres juridictions judiciaires et administratives qui se traduit par une hausse des échanges. Mais là où l'auteur parlait de surenchère dans l'action du contrôle, de jeu concurrentiel, il apparaît que les chambres régionales des comptes exercent plutôt une activité complémentaire d'alerte. Alors tout d'abord, les communications
adressées aux juridictions administratives et aux autorités administratives indépendantes. Donc, quand on pense aux autorités, aux communications juridictionnelles, on ne pense pas nécessairement aux juridictions administratives, et pourtant 2 d'entre elles peuvent être destinataires de correspondances et saisines qui émanent des chambres régionales des comptes et qui sont des communications après décision collégiale. Il n'y a aucune des communications qui leur sont destinées qui proviendrait du président ou du procureur agissant seul. Sachant qu'en matière de communication juridictionnelle, le procureur financier a une exclusivité dans l'adresse aux juridictions. Alors, les juridictions administratives de droit commun, type tribunaux administratifs, peuvent être destinataires de communication, par exemple quand, à l'issue d'un examen de gestion, on se rend compte qu'une décision juridictionnelle n'a pas été exécutée. Par exemple, qu'une ordonnance d'expulsion d'un bâtiment public n'a pas été réalisée, suivie des faits. Une communication adressée à la juridiction administrative qui a pris la décision va lui permettre de reprendre la main sur le dossier et d'assurer l'exécution de sa décision de justice, par exemple en liquidant l'astreinte. À côté des juridictions administratives de droit commun, les communications peuvent être adressées à une juridiction administrative à finalité répressive, la Cour de discipline budgétaire et financière. Les chambres régionales des comptes font en effet partie des 10 autorités qui ont qualité pour déférer des faits à la CDBF. Donc le procureur financier sert entre guillemets d'intermédiaire pour une proposition qui va être adressée au procureur général de la Cour des comptes, lequel n'est pas lié pour actionner ou pas la Cour de discipline budgétaire. Dans son rapport 2018 au président de la République, la CDBF mentionne que sur 20 déférés enregistrés, 17 proviennent des chambres régionales des comptes, dont 7 proviennent des chambres régionales des comptes. 17 des juridictions financières, dont 7 des chambres régionales des comptes. Alors, à côté des communications adressées aux juridictions administratives, commencent à se développer des communications adressées aux autorités et services administratifs chargés d'un pouvoir d'enquête et de sanction. Une récente recommandation du procureur général du 28 mars 2019 précise que le développement des relations entre les juridictions financières et ces autorités et services chargés d'un pouvoir d'enquête ou de sanction constitue depuis quelques années un axe majeur du ministère public aux côtés du renforcement des échanges avec l'autorité judiciaire. Parmi les 26 autorités publiques ou administratives indépendantes, les chambres régionales des comptes échangent surtout des observations avec 6 d'entre elles: l'autorité des marchés financiers, la CADA, la CNIL, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est chargée du contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêt de 14 000 titulaires de mandats et d'emploi public, et le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Elle communique aussi avec d'autres autorités qui sont chargées d'un pouvoir d'enquête mais qui n'ont pas le statut d'autorité indépendante, l'Agence française anticorruption, créée en 2016, et Tracfin, dont les pouvoirs ont été renforcés en 2009 et qui est chargé de collecter et de traiter les renseignements financiers en vue de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Là encore, la transmission de ces informations s'effectue après délibéré de la Chambre. Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est des communications qui sont en train de se développer. Pour l'instant, elles ne sont pas, en termes quantitatifs, très nombreuses. Il y en a eu 8 entre 2015 et 2017. Mais il y a des autorités de création récentes, comme l'AFA, l'Agence française anticorruption, et la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique. Donc ces communications vont être amenées à se développer dans le temps. Alors, les relations avec les juridictions judiciaires maintenant. Alors, elles se développent, elles ont été dynamisées, en particulier depuis 5 ans, par l'édiction de 2 actes symétriques en 2014, une circulaire du garde des Sceaux et une recommandation du procureur général pour favoriser en fait ces échanges d'informations. Alors, sur le tableau, sur le graphique que je vous présente,
Vous voyez, à partir de 2014-2015, on passe de 47 recommandations à 82. Donc il y a une montée en puissance du nombre de signalements qui émanent des juridictions financières. Ce tableau concerne les signalements purs et durs, on y reviendra, de faits qui sont de nature à entraîner l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donc il y a eu une prise de conscience plus forte depuis quelques années de la nécessité d'une lutte conjointe de tous les acteurs, notamment contre les atteintes à la probité. De sorte que le point final d'un rapport, même si, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi, n'est plus désormais tant sa publicité que la communication de certaines présomptions d'infraction pénale au procureur de la République. Alors, les qualifications les plus fréquemment évoquées dans ces signalements sont le délit de favoritisme. Ce sont des chiffres qui couvrent la période 2000-2018. La prise illégale d'intérêt et le détournement de fonds publics. Ce sont des données chiffrées qui émanent du ministère de la Justice, la direction des affaires criminelles et des grâces. Alors, les domaines les plus propices à la réalisation de ces infractions sont grosso modo la commande publique, les subventions et les ressources humaines. Donc en matière de marché public, souvent des présomptions de délit de favoritisme, par exemple, quand la Chambre observe une mise en concurrence étroite, pour ne pas dire inexistante, un non-respect des seuils de publicité, des critères de sélection qui ne riment à rien, par exemple une formule mathématique de calcul de prix aberrante ou qui n'ont pas été respectées. En matière de ressources humaines, il s'agira plutôt de qualifications portant sur la prise illégale d'intérêt ou le détournement de fonds publics, lorsque des emplois fictifs sont suspectés, quand des primes ou indemnités indues ne bénéficient qu'à quelques-uns, la prise illégale d'intérêt lorsque des élus, par ailleurs employés d'une société, prennent part et votent lors d'une séance de l'Assemblée dont ils sont membres, une délibération qui va choisir, par exemple, comme délégataire d'un service public la société qui les emploie. En matière de subventions, également beaucoup de détournements de fonds publics, enfin en tout cas vraisemblable, lorsque le solde de la subvention n'a pas été demandé et pour cause, parce que c'est précisément le moment où il va falloir fournir un certain nombre de justifications. Donc tous les organismes sont concernés. Certains ressorts territoriaux sont hélas plus propices que d'autres aux mauvaises pratiques, notamment les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et les départements de La Réunion et de Mayotte. Alors là, je suis un petit peu trop bavarde, je m'en excuse, donc je vais aller un petit peu plus rapidement pour vous présenter plus vite en fait les types de communication qui peuvent être effectuées. Comme tout à l'heure en matière de communication administrative, il y a des communications qui sont faites au nom de la Chambre, le procureur financier n'étant qu'un intermédiaire, et des communications qu'il peut faire en son nom propre, par le biais de l'article 40 du Code de procédure pénale. D'une manière générale, il est très rare que les procureurs financiers agissent seuls. Cela voudrait dire qu'ils n'ont pas eu l'assentiment de la Chambre lorsque la proposition a été débattue en délibéré. Or, il est évidemment préférable que le procureur financier endosse une position qui a été adoptée par la collégialité. Donc à La Réunion et à Mayotte, sur les dernières années, c'est notamment toujours par ce biais-là que les communications, les transmissions ont été faites aux juridictions judiciaires. Les procureurs financiers n'ont pas effectué de signalement en leur nom propre. Alors, les signalements effectués, le signalement des présomptions, il s'exerce autant que faire se peut avec discernement et anticipation. Discernement, cela signifie qu'on ne transmet pas l'ensemble des présomptions d'infraction qu'on peut avoir décelées. Ça signifie également que parfois on va préférer utiliser une correspondance moins signalée que le signalement pur et dur qui, lui, est communiqué également au procureur général près la Cour des comptes et près la Cour d'appel et qui fait l'objet d'un suivi plus particulier. Discernement, ça va de pair avec sélectivité. On va également faire une sélection entre les différents prolongements possibles d'un même dossier. Préférer peut-être une CDBF dans certains cas plutôt qu'une transmission judiciaire, même si les deux biais ne sont pas exclusifs. On va éviter d'être redondant.
Ensuite, anticipation, ça signifie que les transmissions judiciaires ne vont plus nécessairement, comme c'était le cas avant, n'intervenir qu'une fois le rapport une fois le rapport de gestion devenu définitif. Comme l'a rappelé récemment dans sa recommandation du 28 mars 2019 le procureur général, les chambres ne sont plus incitées à attendre le stade de la contradiction si les faits sont suffisamment établis à l'issue de l'instruction initiale pour prévenir 4 risques: la disparition, la falsification ou la fabrication de preuves, la dissipation du produit des infractions détectées, l'organisation d'une insolvabilité, la prescription du fait d'un retard dans le déclenchement d'une enquête judiciaire, voire un empiètement de la Chambre sur le terrain judiciaire dans l'analyse des réponses apportées aux réponses provisoires. Donc très concrètement, les signalements qui sont faits sont appuyés sur une note synthétique qui va reprendre l'analyse de la Chambre et qui va être accompagnée de la transmission d'un certain nombre de documents que la Chambre a pu recueillir au cours de ses investigations. Alors très rapidement, quelles sont les suites qui sont données aux signalements effectués? Pour les chambres, effectuer un signalement aux autorités judiciaires, c'est un pari risqué. Pari risqué parce que, comme avec les autorités administratives, on n'en maîtrise pas les suites. Et si on décide de faire une transmission aux autorités judiciaires, on ne va pas nécessairement écrire tout à fait le rapport de la même façon. Alors que si on décide de ne pas communiquer une présomption d'infraction, on pourra parfois être plus explicite sur les qualifications. Il est arrivé dans un rapport où l'enquête avait mis à jour un prêt de main-d'œuvre illicite, qu'on décide de ne pas communiquer aux autorités judiciaires, et donc on ne s'est pas interdit de qualifier les faits en cause dans le rapport. En revanche, lorsqu'on communique, eh bien, on n'aura pas de qualification juridique précise dans le rapport. On aura des termes du type « ça présente des fragilités », mais la terminologie juridique précise ne sera pas employée. Voilà. Alors, comme vous le voyez, lorsqu'on transmet, il y a quand même, dans 3/4 des cas, des enquêtes préliminaires qui sont effectuées ou, dans 14% des cas, des informations judiciaires. Donc, ça signifie que les signalements qui sont effectués sont de qualité. Et donc, ils intéressent nos homologues judiciaires. Alors, pour connaître l'état des dossiers clos, donc c'est-à-dire le traitement complet et définitif du dossier, là, on voit que c'est seulement dans 24% des cas qu'il y a une condamnation. Dans la très grande majorité des cas, il y a un classement sans suite. Mais il y a un classement sans suite qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle le rappel à la loi. Le rappel à la loi va permettre au procureur de la République de faire une enquête et sur certains, par exemple, dispositifs qui s'avèrent irréguliers, obtenir finalement ce que la Chambre n'a pas obtenu en première intention par le biais de ses recommandations, obtenir peut-être ce que les services de la légalité n'ont pas obtenu par le biais d'une lettre d'observation, c'est-à-dire la suppression du dispositif illégal. Ça s'est déjà observé et c'est un bien intéressant. Voilà, pour finir, et vraiment très très rapidement, ces communications apparaissent comme un prolongement nécessaire, intéressant, mais un prolongement qui n'est pas suffisant au rapport de gestion. Et ça sera peut-être abordé dans nos échanges. Il apparaît qu'il faudrait sans doute renforcer le pouvoir d'action et de contrôle des chambres régionales des comptes. Je n'irai pas plus loin et je m'excuse d'avoir débordé aussi largement.